L'épisode du jour n'aura rien à voir avec une expertise particulière. Je ne vais pas vous parler d'un outil, d'une méthode, ni même vous donner des conseils pratiques vraiment pour développer votre activité d'Online-Based Manager. Parce que dans cet épisode, j'ai envie de faire quelque chose de différent, quelque chose que je n'ai jamais vraiment fait. J'ai envie de vous parler de l'histoire de Projet OBM, vous expliquer son origine, d'où vient ce programme, pourquoi il existe et pourquoi je vous en parle aujourd'hui. Si vous suivez les actualités de Projet OBM, vous savez qu'aujourd'hui, ce programme d'accompagnement est disponible dans une toute nouvelle version. C'est une refonte qui me tenait à cœur parce que c'était pas simplement une mise à jour. Cette nouvelle version, c'est le fruit de plusieurs années d'expérimentation terrain, d'expérience, de constats, de mentoring et aussi, on peut le dire, de remise en question quand on voit comment évoluent les choses aujourd'hui. Tout ça, je l'ai structuré, je l'ai condensé et je l'ai mis dans un programme que je trouve idéal pour se lancer dans ce métier aujourd'hui. Et dans cet épisode, j'ai envie de partager 3 choses avec vous. D'abord, le parcours qui m'a amené au métier d'OBM. Ensuite, ce que j'ai observé et expérimenté sur le terrain qui m'a convaincu que ce métier était un métier d'avenir. Et enfin, t'expliquer et te présenter les enjeux de cette toute nouvelle version. Et pour comprendre tout ça, il faut revenir à une période beaucoup plus lointaine que celle de la création de ce programme. Pour celles et ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis Marielle, je suis mariée, maman d'un petit garçon. J'habite aujourd'hui en France métropolitaine et je suis originaire de la Guyane française. Aujourd'hui, beaucoup de personnes me connaissent ici via ma casquette de mentor pour Online-Based Manager, donc gestionnaire d'entreprise en ligne. Mais avant d'en arriver là, il y a tout un parcours qui fait sens et je trouve que c'est important de revenir là-dessus parce que vous allez vous rendre compte que vous également, dans votre parcours, vous avez sûrement des choses qui font qu'aujourd'hui, vous vous questionnez sur ce métier, j'en suis persuadée. Alors j'en ai déjà parlé un peu par-ci et par-là, mais je ne viens pas d'un milieu qu'on appelle un milieu favorisé. Je viens d'un milieu qui est clairement précaire. Donc autour de moi, l'ambition n'était pas quelque chose de très présent. Quand on grandit dans ce genre d'environnement, aspirer à plus, aspirer à entreprendre n'est pas forcément naturel. Et ça m'a déjà appris quelque chose très très tôt dans ma vie. Quand personne autour de vous ne vous montre ce qui est possible, vous devez parfois tout simplement l'imaginer vous-même. Et peut-être que tu te demandes pourquoi je te parle de ça dans un contexte où je te parle de projet OBM. Typiquement, aujourd'hui, je suis persuadée que cette étape de ma vie, que mon enfance dans ce contexte-là, me formait déjà à ce que je fais aujourd'hui. Parce que dès le départ, j'ai dû tout simplement commencer à apprendre à avancer sans avoir toutes les cartes en main. J'ai dû me débrouiller hyper tôt et donc je pense que tout ça a contribué à ma capacité à comprendre les choses, à observer, à me débrouiller, à analyser les situations et surtout à avancer. Alors je fais des études, ces études se passent super bien et je choisis de me spécialiser au lycée dans un parcours scientifique en laboratoire. Tout simplement parce qu'à l'époque, je regardais les experts et que j'étais persuadée que j'allais rejoindre la police scientifique pour analyser des scènes de crime, être celle qui découvre que l'ADN du tueur match avec l'ADN qui a été trouvé sur la scène de crime. Bref, j'étais dans un film et je me suis fait un idéal de ce métier, d'expert, de scientifique, etc. Donc j'ai eu un bac STL, donc sciences et techniques de laboratoire, et ensuite je me suis orientée sur un BTS que beaucoup de personnes font après ce bac-là pour devenir d'abord dans un premier temps laborantine. Donc c'était passionnant parce que je suis curieuse, mais j'ai tout de suite senti en faisant les stages que clairement je ne pouvais pas m'enfermer dans une voie comme celle-ci. J'ai rencontré une responsable qualité, une chef de projet amélioration continue à l'hôpital et elle m'a présenté du coup dans le contexte de mon stage ce qu'elle faisait. Elle travaillait sur des tableaux Excel, elle travaillait avec des projets, elle travaillait avec les infirmières, avec les médecins, les chirurgiens, elle faisait des procédures, bref, elle était tout le temps dans son bureau, mais elle allait aussi sur le terrain vérifier que les équipes avaient ce qu'il fallait, que les choses étaient respectées. Et là, franchement, je me suis dit, mais ce métier, il est trop bien. Travailler derrière un ordinateur, c'est quelque chose qui va me plaire, c'est sûr. En tout cas, c'est quelque chose qui me parle plus aujourd'hui que ce métier de laborantin. Donc je me documente et je découvre effectivement que pour devenir responsable qualité, finalement, il y a un parcours qui existe et je décide de postuler à plusieurs licences parce que je refusais de retourner en arrière. Je me suis dit, allez Marielle, tu peux tenter. Dans plusieurs de ces licences, effectivement, c'était écrit que les parcours privilégiés étaient des parcours management ou autres. Mais il s'avère qu'après entretien et après avoir sondé mes motivations, j'ai pu être
acceptée dans une licence de management de la qualité. Et cette licence, j'ai également eu la joie de pouvoir la faire dans une alternance en tant que responsable qualité junior. J'ai obtenu cette licence et après ça m'a motivée à encore aller plus loin et à finalement chercher un master parce qu'il faut savoir que franchement, honnêtement, au départ, en toute transparence, le BTS était déjà un diplôme énorme pour moi et je comptais m'arrêter là. Et en fait, j'ai pris goût aux études. Les études me passionnaient. J'ai vu que je pouvais aller beaucoup plus loin. J'ai postulé ensuite à un master en gestion des entreprises et management des organisations, master que j'ai également effectué en alternance, ce qui m'a amené du coup à vivre 3 belles années d'apprentissage où j'ai découvert le métier sur le terrain, où j'ai eu d'ailleurs une maître d'apprentissage, une responsable qualité, mais vraiment hors pair. Elle s'appelle Laura. Laura ne sait pas que je parle d'elle, mais elle a énormément marqué mon aventure de salarié, ma carrière, et elle a su me transmettre vraiment des choses. C'était une femme qui travaillait dans l'excellence, et il y a beaucoup de codes que j'applique aujourd'hui qui me viennent d'elle. Donc clairement, je me suis éclatée durant ces années. Donc là, j'obtiens mon master, tout se passe bien. Ma famille est très fière de moi aussi parce que je suis l'une des premières à avoir un master dans ma famille. Et évidemment, je suis fière de ça. Je trouve un premier job qui est un CDD et une mission, mais vraiment une mission des plus challengeantes parce que c'est une mission de chargé de mission qualité et amélioration continue. Donc le but, c'est d'obtenir une certification pour une structure de santé qui était clairement limite à l'abandon en termes de process et de structuration. C'est ma première expérience et qu'est-ce qui se passe? Elle se solde d'une réussite exceptionnelle puisque on passe l'audit qualité et à la fin, et vraiment sans aucune magouille, on obtient une certification de niveau A avec clairement, je me rappelle encore de ce moment où les inspecteurs sont en train de passer les slides de leur bilan d'intervention et tout pour nous faire un retour d'expérience et il n'y avait rien en rouge, tout était vert, tout était vert. Et là, franchement, c'était une belle victoire pour moi parce que je me lançais, c'était ma première mission qui était donc un CDD. On m'attendait au tournant et c'était une mission qui était réussie. Et plus que ça, j'étais là où je devais être. Je me sentais vraiment bien dans cette mission. Je me suis énormément éclatée. Je me sentais utile, compétente. Et il n'y a rien de mieux dans la vie que de se sentir utile, compétente et bien à sa place. Je le souhaite à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. J'ai ensuite été repérée suite à cet exploit, clairement, par ce grand groupe de santé qui m'a positionnée en tant que responsable qualité en CDI du coup, dans des plus grosses structures, avec plus de lits d'hôpital, avec plus de management transversal. Et j'ai continué à m'éclater pendant presque 5 ans en CDI et c'était vraiment formidable. Mais quand même, dans le salariat, même si on aime notre métier, il faut être conscient que beaucoup de personnes se tournent vers l'entrepreneuriat pour un aspect qui peut être plutôt un aspect pratique. Parce qu'on peut parfois s'épanouir dans son métier, on peut aimer ce qu'on fait, mais le cadre proposé dans le salariat peut ne pas correspondre au style de vie que l'on veut mener. Typiquement, je savais que je voulais un enfant, je savais aussi que j'avais des valeurs très très fortes. Ces valeurs commençaient à ne pas être respectées dans mon travail et donc je commençais à me poser des questions. Est-ce que c'est le style de vie que je veux mener? Parce que la pression des certifications, c'est quand même pas rien. Ma vie est rythmée par ces certifications. Quand les échéances arrivent, je faisais des heures à n'en plus finir. Ça pouvait être énormément de pression lorsque je travaillais avec des personnes qui voulaient justement pas forcément faire les choses avec la vision que j'avais et parfois ça pouvait être épuisant même si j'étais passionnée. Donc la question commençait à se poser de et s'il n'y avait pas une autre alternative? Mon époux commençait à se documenter sur tout ce qui était business en ligne, etc. Et puis la création de contenu commençait à faire fureur en 2018. Alors j'ai commencé à partager du coup autour d'une thématique qui me plaisait bien, la gestion du temps, l'organisation et la productivité. Je ne savais pas où ça allait me mener, mais l'idée était quand même de se dire qu'un jour j'allais monétiser ça. Honnêtement, je pensais que j'allais le monétiser à travers des articles de blog qui allaient sponsoriser, etc. J'étais loin de me dire que ça allait m'amener à ce que je fais aujourd'hui. Et là, j'en profite encore pour vous partager une petite leçon. C'est que des fois, votre parcours aujourd'hui, il peut ne ressembler à rien. Peut-être que votre ambition aujourd'hui vous semble vraiment minime, quoi. Vous vous dites, je vais juste faire ça, ce petit truc-là. Mais en fait, ce petit truc-là, vous ne savez pas à quel point il peut vous ouvrir des portes. Il peut vous amener à aller beaucoup plus loin. Donc moi, à la base, je voulais juste créer du contenu et le sponsoriser. Et ça a donné quoi? En 2020, cette page Instagram que j'avais ouverte, donc et si on avançait, pour partager de la valeur, pour essayer de monétiser un blog, mais en fait il y a des personnes qui ont commencé à m'envoyer des messages pour me dire est-ce que tu peux m'accompagner?
Donc là, vous avez la Marielle qui a grandi dans ce milieu dont je vous ai parlé, qui à la base voulait être laborantine parce qu'elle s'est fait berner par les experts et qu'elle s'est un peu trompée de voie, qui a rebondi, fait un master, trouvé quelque chose qui lui plaisait et qui, à côté de son emploi, a essayé de voir s'il n'y avait pas autre chose qui pouvait l'intéresser, qui pouvait lui plaire. Elle crée du contenu, elle apporte de la valeur et on lui dit « mais j'aimerais aller beaucoup plus loin et faire appel à tes services » pour finalement une compétence pour laquelle je ne suis pas diplômée parce que honnêtement, je n'ai pas de diplôme en gestion du temps. Je suis diplômée en gestion de projet, en gestion d'entreprise, mais pas en gestion du temps. Et tout a commencé du coup en 2020. J'ai décidé de me former au marketing, au business en ligne, parce que c'est une chose de créer du contenu et de la valeur, c'en est une autre de vendre ses produits, d'avoir une stratégie, etc. J'ai investi dans mon premier programme en ligne qui était celui d'Aline de The Bee Boost, la BSB Academy, que j'ai faite l'une des premières promotions. Et ça a signé du coup le lancement de mon aventure entrepreneuriale. Et là, je vais vous faire une petite chronologie de tout ce qui s'est passé entre 2020 et 2026 pour que vous puissiez comprendre vraiment l'impact du métier d'Online Best Manager sur ma vie. Donc en 2020, je commence avec la casquette de coach en productivité et en organisation et je dirais même coach infopreneur parce que je vendais des formations en ligne. Fin 2020, je vends cette première formation. D'ailleurs, mon premier lancement est une catastrophe, je fais 0 vente, mais je continue, je persévère, je finis par réussir à vendre cette formation en ligne, je finis par avoir quelques clients en coaching individuel, je finis par dégager du revenu de cette activité, mais vraiment, ça fait des va-et-vient. En lancement, je vais faire des pics peut-être à 3 000, 4 000 euros, et puis après, il n'y aura plus rien. Donc, c'est très, très, très inconstant, ce démarrage. Donc, en 2021, je continue à tester cette activité. Je teste un membership, je crée une formation en ligne, je fais un coaching de groupe, je fais du coaching individuel. Clairement, je teste tous les business models possibles. Fin 2021, je remets absolument tout en question parce que je trouve que je ne m'épanouis plus dans ce que je fais. Au final, je vends des formations en ligne, etc. Mais je commence à me dire que mon métier de responsable qualité me manque et que j'aimerais bien finalement contribuer à des entreprises, que le salariat n'était pas si mal que ça. Gros point d'interrogation, est-ce que je suis vraiment faite pour être coach? Est-ce que je suis vraiment faite pour entreprendre comme ça? Quand on commence à poser des questions, quand on commence à parler aux entrepreneurs autour de nous, très important donc d'être bien entouré de ces problématiques, et certaines solutions finissent par émerger puisque c'est là que le métier d'OBM rentre dans le chat en fin 2021. J'échange avec une autre OBM, une bras droit à l'époque, qui me parle de ce terme. Elle me fait une mise à jour, elle m'explique que j'ai un profil intégrateur. Cette histoire, je la raconte tout le temps, donc celle-ci, vous la connaissez, je ne vais pas revenir dessus. Mais je découvre à la fois que j'ai un profil intégrateur et qu'en plus, je peux tout à fait exercer là maintenant le métier d'OBM puisque je réalise que mon parcours a été comme conçu spécialement pour ce métier. Entre mon diplôme en gestion des entreprises, mon expérience en tant que coach, en tant qu'infopreneur, etc., où j'ai pu avoir les bases et la compréhension de comment fonctionne tout ça, j'étais prête en fait à me lancer, ni une ni deux. Je commence à en parler à mon réseau et j'obtiens un premier contrat. Ce premier contrat me rapporte 3 000 euros. 3 000 euros mensuellement en travaillant moins de 2 jours par semaine. Je crois que c'était 2 journées et demie. C'était ma première facturation, c'était vraiment bancal. Mais là, je goûte à la fois aux revenus récurrents et surtout à de l'alignement pur parce que je découvre que j'aime trop faire de la prestation de service, j'aime trop ce côté où en fait je suis à mon compte mais en même temps je contribue à l'entreprise de quelqu'un d'autre, au projet des autres, parce que c'est ça. Je pense que si tu regardes cette vidéo, tu as peut-être un profil intégrateur et quand on a un profil intégrateur, on aime contribuer au projet des autres et donc c'est la première fois que à mon compte j'étais dans ce type de posture, que j'étais dans la prestation de service et bien sûr, comme il y a des belles surprises, ce contrat dure 3 mois, il finit par se terminer et après je découvre que je suis enceinte. Ça ne m'empêche pas de me projeter en fait dans cette mission, donc en 2022, je tombe enceinte, je l'annonce puisque juste après la première mission, je décide de faire du métier d'OBM ma casquette officielle. Je prospecte pour la première fois d'ailleurs parce que j'ai pas encore officialisé cette activité, donc j'essaye de chercher dans mon réseau. Je trouve une autre cliente, je trouve une deuxième cliente récurrente et je suis heureuse. C'est Pauline Sarda à l'époque. Je lui annonce ma grossesse parce que des fois, vous savez, annoncer sa grossesse quand on est salarié, c'est tout un truc. Là, ça s'est super bien passé. On s'est organisé pour que ce soit géré puisque c'était une mission récurrente de bras droit. Donc l'idée était que je travaille avec elle à long terme. Donc
Pendant mon congé mater, j'ai été remplacée. J'ai enchaîné du coup l'émission avec Pauline. J'ai également quand même continué à vendre un peu d'infoproduits, même si ce n'était pas le gros de mon activité, mais je dirais qu'en 2022, j'étais encore dans la vente d'infoproduits en tant que coach en organisation. Je dirais que j'étais plutôt à du 80%, ouais, non, peut-être du 70% de prestations de services et tout le reste était de l'infoproduit. Donc la prestation service est vraiment venue m'aider à rester dans le game de l'entrepreneuriat parce que sinon, clairement, je ne sais pas si j'aurais continué parce que je n'avais pas l'énergie de continuer, tout simplement parce que je me posais la question de est-ce que ça me plaît vraiment? Mais là, j'avais trouvé quelque chose qui me plaisait, j'ai eu le courage de continuer à entreprendre, de chercher des clients. Donc je pars en congé maternité, je reviens du coup en 2023 après mon congé maternité et grâce au métier d'OBM, j'ai encore une mission récurrente qui m'attend. C'est-à-dire que je reviens pas avec 0 € et me dire par quoi je vais commencer. En fait, j'ai un contrat qui m'attend. Je garde mon fils avec moi pendant toute l'année 2023. Je l'ai gardé avec moi jusqu'à ses 1 an, grosso modo. J'ai travaillé en tant qu'OBM en 2023 avec mon fils qui grandissait avec moi. J'ai pu être dans les coulisses de ses premiers pas. Pour lui, j'ai pu l'allaiter pendant plus de presque 2 ans. C'était une aventure incroyable. Mon postpartum s'est super bien passé et je crois que la flexibilité de l'entrepreneuriat y a énormément contribué. Quand je parlais avec des amies qui n'étaient pas entrepreneuses et qui devaient par exemple mettre fin à leur allaitement parce que le rythme avec le travail et l'allaitement c'était juste plus possible, ou alors qu'elles étaient déprimées de laisser leur petit bébé de 3 mois à la crèche ou alors chez l'assistante maternelle pour aller dans un travail en plus qui ne leur plaisait pas, en fait je vous avoue que j'étais tellement reconnaissante d'avoir sauté le pas inconfortable de m'être lancée à cette époque-là et d'avoir choisi finalement de l'inconfort mais pour pouvoir vivre au final, ces bénédictions que je vivais aujourd'hui. Donc, très beau postpartum. Mon chiffre d'affaires grandit aussi en 2023 grâce à la prestation de service qui prend encore plus de proportions. Je crois que là, on est presque à 10% d'infoproduits et le reste, c'est de la prestation de service. Et je me rappelle que cette année-là, mon activité, alors que je ne travaillais même pas forcément à un rythme hyper soutenu, parce que rappelez-vous, j'avais mon petit bébé avec moi à la maison, il s'avère que j'ai fait... Attendez, je vais vous dire ça. Bon alors ça joue un petit peu parce que j'avais un peu de congé maternité l'année d'avant, mais j'ai quand même connu une croissance de plus 16% alors que je ne travaillais vraiment pas 35 heures par semaine cette année-là, grâce aux prestations d'OBM. Donc vraiment, quand je dis que le métier d'Online Best Manager a sauvé mon aventure entrepreneuriale, je ne mens pas, c'est du très sérieux pour moi parce que ça m'a permis de rester dans le game. Et ce qui a commencé à se passer, c'est que je commençais à avoir de la demande parce que lorsqu'on fait bien son travail et qu'on travaille avec des entrepreneurs, ils finissent par parler entre eux de vos services et j'avais des opportunités qui arrivaient. Mais vient la question, à qui passer ces missions, à qui faire la passe? Je connaissais peu d'Online Best Manager et en plus, celles que je connaissais qui étaient bien, elles étaient vite bookées aussi. Et il y avait tout le temps ce truc où en fait j'avais des personnes qui venaient me parler et qui me disaient mais moi c'est pas normal, j'ai recruté une OBM, elle ne faisait pas ça, est-ce que c'est normal que mon OBM ait plutôt une posture d'assistante, est-ce que c'est normal que tu fasses ça pour Pauline et puis mon OBM elle n'a pas mis ça en place pour moi? En fait j'avais tout le temps des échanges comme ça. Et de l'autre côté, j'avais des OBM qui m'écrivaient en DM, comment t'as fait pour en arriver là? Est-ce que tu proposes de l'accompagnement? Est-ce que tu peux m'accompagner? Comme j'ai toujours été transparente avec vous, c'est très important pour moi que j'expérimente à fond, etc. avant d'enseigner. Donc je voulais quand même prendre le temps de bien maîtriser le métier avant de proposer quoi que ce soit. Donc fin 2023, j'ai décidé de faire la première version de projet OBM qui était une bêta test avec 4 OBM tout simplement, 4 futurs OBM. C'était vraiment un truc intimiste pour voir déjà si j'allais valider l'idée de me lancer dans cet accompagnement. Et ces 4 personnes étaient formidables, c'était 4 femmes formidables. Et ce qui s'est passé, c'est que à la fin même de cet accompagnement, une des OBM que j'accompagnais, qui était pendant longtemps enfermée dans une posture un peu fourre-tout d'assistanat mélangé et tout, où elle vendait son temps et où elle était finalement payée, j'allais dire une misère, pour certains ça va être beaucoup, mais c'était vraiment une misère par rapport à tout ce qu'elle faisait. À la fin, elle décoche son premier contrat premium qui était à plus de 3 000 € par mois. C'était son premier gros contrat OBM. À côté, on a une autre qui s'est lancée à temps plein, donc qui a démissionné et qui a aussi eu une touche avec une première mission et tout. Et en fait, j'ai vu des femmes, au-delà de trouver des missions, des femmes se réconcilier avec leur profil intégrateur, l'assumer, le pricer, etc. Et là, ça a allumé une flamme en moi. Je vous dis pas, à chaque fois que j'étais en live avec ces femmes, j'avais envie de plus. J'avais envie de transmettre cette vision. Parce que comme je vous l'ai dit, durant mon parcours, beaucoup de personnes m'ont marqué. Mon prof de gestion de projet m'a énormément marqué. Et celle qui s'occupait de mon apprentissage en tant que responsable qualité m'a énormément marqué également et m'a transmis cette envie de transmettre en fait. J'aime transmettre
Et j'avoue avoir cette capacité aussi à transformer des concepts en fait en structure, en méthode claire pour les transmettre encore plus efficacement. Donc elles ont validé le programme et c'est comme ça qu'en avril 2024, toujours en continuant mes prestations de service, Projet OBM voit le jour. Il faut savoir qu'à cette époque, j'ai pas envie de faire une formation de masse. J'ouvre les portes par-ci et par-là, je fais quelques challenges, etc. Et je forme des petits groupes d'OBM par-ci et par-là sans avoir envie d'en faire quelque chose de gros au départ. Parce que même si j'étais mentor, en fait, j'aime garder une mission sur le terrain parce que j'aime tout simplement ça. En 2024, j'ai continué à avoir de la prestation de service et le métier d'OBM, un peu de formation en ligne, mais encore cette part, elle disparaît de plus en plus. Et en 2025, j'étais juste en prestation de service, je dirais plutôt en termes de pourcentage, j'étais peut-être à 30% et le reste était dédié au mentoring d'OBM en 2025. J'espère que vous voyez où je veux en venir et que vous arrivez à vous identifier dans mon parcours et aussi à connecter avec moi si vous souhaitez que je sois votre mentor un jour. Je trouve que c'est important que vous sachiez quelle est l'histoire de votre mentor, quel est mon parcours et si ça résonne avec vous, je pense que ça va faire encore plus de sens si vous avez envie d'aller plus loin. Bref, je continue parce qu'il faut que je vous parle d'aujourd'hui, du coup, à présent. Projet OBM en 2025, c'est une quarantaine d'OBM. Je crois qu'on termine l'année à 50 Online Based Managers qui sont passés dans Projet OBM. Certaines viennent à peine d'arriver encore, mais c'est une belle aventure et ce qui revient souvent, c'est que c'est un programme qui mériterait d'être encore plus connu. Parce que ce qui se passe, c'est que les personnes que je mentor valorisent énormément le programme. Elles voient que c'est un programme qui est de qualité, qui apporte une vraie transformation et elles m'encouragent à y aller à fond en fait. Mais le souci, et c'est un souci que vous allez avoir en business, c'est que lorsque vous ne vous concentrez pas sur quelque chose, très souvent, les résultats ne sont pas énormes. En fait, j'étais éparpillée parce que je voulais absolument garder un pied dans la prestation de service et aussi avoir de l'ambition pour Projet OBM. Sauf que je me retrouvais parfois à être en plein lancement pour ma cliente, en plein lancement pour moi et négliger totalement mon propre lancement parce que le lancement de ma cliente était très très important et que j'ai envie plus de servir mes clients en tant qu'OBM que de développer ma propre activité. C'était ça mon état d'esprit en fin d'année. Mais j'ai réalisé une chose, c'est que je passais à côté d'une mission qui me tenait vraiment à cœur, qui était celle de démocratiser ce métier, celle de transmettre et celle aussi de permettre en fait de commencer à mettre en relation des OBM lorsque j'ai des nouvelles opportunités, des OBM vraiment compétentes, etc. qui se lancent dans ce métier. Et c'est pour ça qu'à la fin de 2025 et au début de 2026, j'ai vraiment pris le temps de prendre du recul sur le marché actuel, me poser des questions sur les besoins, sur ce que j'observais, sur la vision qui me tenait à cœur. Et j'ai pris 2 décisions. La première décision, depuis début 2026, je n'ai accepté aucune mission et j'ai décidé également de refaire totalement Projet OBM pour créer une version qui va répondre aux enjeux du marché actuel. Je n'ai pas pris de mission tout simplement pour avoir l'espace mental pour développer le programme dont j'ai toujours rêvé. Aujourd'hui, il est impossible de former des OBM comme avant. Et l'un des enjeux essentiels de cette année 2026, au moment où je tourne cette vidéo, c'est de devenir IA-proof, comme j'arrête pas de le répéter depuis quelques épisodes de podcast. En travaillant sur cette nouvelle version du programme, évidemment que je me suis aidée de l'IA générative. Et franchement, combien de fois j'ai dû la reprendre? Combien de fois j'ai été ultra heureuse de maîtriser moi-même mon sujet pour ne pas me faire embarquer dans quelque chose d'approximatif. Et c'est exactement ce que je veux transmettre aujourd'hui. Je veux former des OBM qui sont capables d'utiliser l'intelligence artificielle avec du recul et du discernement. Honnêtement, si je devais donner un conseil à une future OBM aujourd'hui, ce serait celui-ci. Ne te forme pas juste à faire, forme-toi surtout à comprendre. C'est pour ça que le programme est construit en 2 volets. Le volet compétences, articulé autour de 7 compétences clés de l'OBM qui sont premièrement lire et comprendre l'entreprise pour mieux la piloter. Deuxièmement, piloter les opérations et organiser les process. Troisièmement, piloter la performance. Quatrièmement, piloter les projets. Cinquièmement, structurer une équipe et recruter. Sixièmement, gérer l'humain au sein d'une entreprise. Et septièmement, piloter un écosystème tech et digital. Et le deuxième volet, c'est un volet de développement parce que lorsqu'on décide d'être Online Based Manager, on décide tout simplement de passer à son compte. Donc on ne choisit pas juste de devenir Online Based Manager, on choisit également d'entreprendre. Parce que oui, on va être clair aujourd'hui, avoir les compétences, ça ne va pas suffire. Il va falloir apprendre à se positionner, construire des offres, déterminer ses tarifs, vendre, oui, vendre et adopter une posture et une stratégie commerciale pour le développement de son activité et
également piloter sa propre activité d'OBM. Et clairement, j'ai imaginé au global une formation très complète, avec énormément de templates et de ressources complémentaires pour vous permettre d'aller plus loin, des fiches IA pour chaque module compétences pour vous permettre d'intégrer l'IA générative dans vos missions pour aller plus vite, une bibliothèque de tutoriels. Il y a également tout l'accompagnement qui encadre ce programme avec les 6 mois de mentoring individuel avec moi. En tout cas, au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est directement avec moi que tu travailles, avec des entraînements concrets qui sont mis à ta disposition et des retours vraiment personnalisés sur tes points forts, sur des axes d'amélioration, sur les compétences que tu viens d'implémenter. Et au-delà des trainings, ce mentoring asynchrone est également disponible pour traiter de tous tes blocages tout au long de ton parcours durant 6 mois. Il y a également un live de mentoring de groupe mensuel où là, on fait appel au cerveau collectif pour travailler sur des sujets spécifiques. Et pour moi, parce que ça fait également partie de l'accompagnement, vous l'avez entendu d'ailleurs dans plusieurs parcours d'OBM des membres que j'ai interviewés, la communauté qui est un outil puissant lorsqu'on entreprend pour ne plus se sentir seul, pour échanger et pour avancer et s'entraider entre OBM et futur OBM. Tu l'auras donc compris, ma vision avec projet OBM est très claire. Je veux former des OBM confiantes, compétentes, autonomes, crédibles, capables de réfléchir, de piloter, de prendre leurs responsabilités et surtout de prendre leur place sur ce marché. Je veux former des OBM qui savent comprendre une entreprise en profondeur pour se mettre à la hauteur du dirigeant, structurer les opérations de façon pertinente, piloter concrètement des projets, porter une posture commerciale pour développer leur activité, vendre au prix juste, travailler avec méthode et utiliser l'IA sans pour autant perdre en discernement, accéder à des projets ambitieux, que ce soit dans le business en ligne, pour des TPE, pour des PME, des entreprises traditionnelles, peu importe le secteur. Je veux vraiment contribuer avec les autres acteurs du marché à élever le niveau de ce métier. Parce que c'est un métier magnifique, parce que c'est un métier qui m'a énormément aidé et surtout parce que c'est un métier qui a de l'avenir. Alors merci à vous de m'accompagner dans cette vision, que ce soit en soutenant les contenus, que ce soit en m'écoutant. Merci à vous de contribuer à ce développement. Que vous deveniez membre de projet OBM ou pas, ça me fait énormément de plaisir parce que je crois que sur ce marché, il y a des acteurs qui font la différence. Toutes celles et ceux avec qui on a des points communs en termes de vision, je suis heureuse de vous avoir dans l'écosystème projet OBM. Et si en écoutant cette vidéo, vous sentez que vous avez envie de devenir une OBM plus solide, les candidatures sont ouvertes. Le lien se trouve dans la description.